Je vous propose maintenant de passer à la toute dernière série de présentations de notre colloque. Et quoi de mieux pour conclure notre 30e anniversaire que de laisser la parole aux trois anciens présidents de l'UPSTI, c'est-à-dire Bernard Laudier, qui a été président de l'UPSTI de 1981 à 1989, puis Norbert Perrault, qui a été président de l'UPSTI de 1989 à 2004, et enfin Jean-Michel Schmitt, qui a été président de 2004 à 2008. Bernard, si tu veux, je te laisse la parole. Le micro, ça va mieux. Bon, donc pour les jeunes qui ne me connaissent pas, je suis le président fondateur de l'UPSTI en 1981. Et mes collègues vous ont parlé de la guerre de 14 et puis de choses comme ça. Moi, je vais vous parler des époques géologiques. Sans remonter à la Genèse, bien qu'au commencement, ça pourrait faire penser à ça. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passait dans les années 78, 80, à partir de ça, dans les classes prépa, et essayer de vous faire prendre conscience, pour les jeunes qui ne connaissent pas, le chemin parcouru depuis. Hein. Alors, au commencement, eh bien, disons que pour remonter un petit peu dans le passé, il y a des évolutions parallèles entre science et artisanat. Nos deux sources, c'est science et artisanat, et jusqu'à la fin du XXe siècle, les évolutions sont vraiment parallèles mais séparées. Science, ça commence vraiment avec l'école des ponts et chaussées en 1747. Il y avait un corps des ponts qui avait été créé par le régent en 1720, quelque chose comme ça. Mais ça commence donc en 1747, et vous voyez la liste, mine, XENS, Centrale Lille et Centrale Lyon, 854, 57 et Centrale Lille, Centrale Lyon, 1907 Supélec. Tout ça a été créé pratiquement au XIXe siècle, tandis que dans la branche artisanat, eh bien, il y avait des écoles d'arts et métiers à partir de 1780, le CNAM en 1794, ENP c'est l'école nationale professionnelle de Voiron, qui a dû être la première en 1886, et puis la loi Astier qui a quand même mis un petit peu sur les rails un enseignement de technique, disons, pour faire court. Et vous voyez que 1959 pour créer le CAPET, alors qu'à cette époque, bien sûr, les agrégations existent depuis longtemps dans d'autres disciplines, etc. Et bien sûr, ces évolutions se font dans des mondes étanches. Le monde du savoir, qui est un monde verbal, logique, déductif, structuré, et un monde du savoir-faire qui est plus spatial, plus ressenti, appris et relativement diffus. Donc tout sépare les deux choses au début. Alors, on va faire vite, hein. L'état du lieu en 1980. Moi, j'ai été nommé au lycée Saint-Louis en 1978, et donc j'ai pris la suite de cet enseignement de dessin graphique qui existait à l'époque. Et donc l'état des lieux en 80, eh bien, des CPGE qui sont toujours très différenciés. Il y a des voies scientifiques avec lycée classique, baccalauréat C, les sections MEP depuis 1972, hein, ça avait été réformé en 1972, section MEP avec des classes primes, et puis des grandes écoles, entre guillemets. Et de l'autre côté, dans le technique, du lycée technique, des baccalauréats E et F, des sections TOTA, pas de classe prime, pas de classe d'excellence. Et puis, ça débouche sur l'ENSET, l'ENSAM et quelques ENSI. Vous voyez, c'est tout à fait des mondes qui s'ignorent, qui sont très, très séparés à ce moment-là. Les enseignements, évidemment, en sciences, c'est maths, physique et chimie, initiation à la représentation de l'espace. Alors, une initiation qui, on va voir ce que c'est. En technique, évidemment, maths, physique, mécanique du solide. Ça, mécanique du solide, c'est une grande avancée des années 70, où on commence à mettre un enseignement de mécanique du solide scientifique solide. C'est l'ancrage, c'est la racine la plus profonde de ce qu'on a fait de scientifique.
Et puis bien sûr de la technologie et du dessin industriel, mais tout ça appris, quoi, appris. Jamais de réflexion sur la modélisation, pratiquement. Et ça, on peut dire dans les deux voies. Pas beaucoup de modélisation. Pas d'informatique, ça vous me direz c'est naturel, ça n'existait pas. Et en revanche, beaucoup de graphique à la main. Pourquoi? Parce que le mode de réplication des objets techniques, le mode de transmission des connaissances techniques, c'est une connaissance essentiellement graphique. On ne réfléchit pas à des maths, des formules derrière. Non, on sait dessiner. Vous savez, je me plais à rappeler l'anecdote de Marcel Dassault qui, paraît-il, parcourait les bureaux d'études et puis il se penchait sur une planche d'un dessinateur pour modifier un profil d'aile ou pour améliorer un dessin de carlingue, et ça uniquement au feeling. Complètement au feeling. Parce qu'à l'époque, c'était ça, le savoir, c'était ça. Alors, le graphique, à l'époque, le graphique, il se polarise sur trois choses, les sciences, les techniques, et puis les beaux-arts, naturellement. En sciences, on a épure et géométrie descriptive. En technique, on a du dessin technique, des plans, etc. Et puis, en beaux-arts, on a du dessin artistique, des perspectives coniques et tout ça. Et tout ça est chacun son petit domaine. Et puis, il n'y a pas beaucoup de mélange, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ce qui fait qu'au sein des deux types de classes préparatoires, la distinction persiste. Hein. On a d'une part du scientifique avec de la géométrie descriptive d'abord, etc. Et puis, d'un point de vue technique, on commence par du dessin technique et on finit par un peu de géométrie descriptive. Vous comprenez? C'est très très différent comme angle d'attaque. On commence en scientifique par le truc complètement abstrait et on finit par le croquis, alors que dans le technique, on commence par dessiner des choses qui existent, et éventuellement après, on fait un petit complément de théorie sur la géométrie descriptive. Alors, bon, tout ça commence, tout ça fonctionne depuis longtemps, Ça, c'est une salle de dessin en 1907. Eh bien, mes collègues qui ont eu, il y a quand même encore quelques collègues qui ont commencé en même temps que moi, ils ont connu des salles de dessin comme ça. Et que ce soit en 1907 ou au milieu du XXe siècle, ça n'a pas beaucoup changé. C'est des salles de dessin avec des tables, on utilise des planches. On vient avec sa planche, on vient avec son équerre, on vient avec son thé, son compas. C'est tirling. Avant les rotrings, qui était un progrès, il y a eu des tirlings qu'il fallait affûter. Bref, quelques exemples de sujets. Le tétrapode des mines. 1979. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dessiner ce qui est reproduit là, à partir d'un texte, purement un texte. Il n'y a aucun dessin dans le sujet, c'est un texte. Et à partir de ce texte, il faut dessiner ça. Et en plus, une perspective isométrique. Et je crois qu'à la fin, en plus, il fallait imaginer que le tétrapode était dans la flotte et dessiner la ligne mouillée, qui était un peu oblique, bien sûr, pour que ça ne se simplifie pas. Centrale, en 80, on fournit un petit texte, et puis ce dessin-là que vous voyez, et à partir de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, d'abord, il faut commencer très vite par recopier quelque chose à main levée sur une feuille de papier. Et quand on a fini de recopier à main levée, ou qu'on ait fini ou pas d'ailleurs, on vous enlève le modèle, et à partir de ce que vous avez pris à main levée, il faut faire ça. Ah, c'est passionnant, hein? C'est passionnant. 79, Alix, dessin graphique, ça s'appelait dessin graphique.
Dessin graphique, c'est beau, hein, comme petit truc. Et donc, eh bien avec ça, il fallait dessiner ça. Alors voilà, le sujet, la réponse. Bon, heureusement, à l'École Polytechnique, à partir de l'année suivante, Georges David, qui était prof ici à Gustave Eiffel, a un petit peu pris les commandes du concours et il a commencé à poser des choses qui tenaient plus la route, enfin pour nous, quoi. Mais au début, c'était ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on peut ne rien comprendre à ce qu'on dessine. J'ai connu des étudiants qui ne comprenaient rien à ce qu'ils dessinaient. Mais ils dessinaient admirablement parce qu'ils voyaient dans l'espace. Il y avait deux catégories d'étudiants. Il y avait ceux qui voyaient dans l'espace. Alors ceux-là, ils étaient bénis des dieux. Les bonnes fées s'étaient penchées sur leur berceau quand ils étaient petits et les avaient touchés pour leur donner le don de vision dans l'espace. Et puis les autres, ben, ma foi, ils pouvaient aller en enfer, enfin où ils voulaient. Et évidemment, aucune méthode pour essayer de forcer cela. Alors, à l'époque, ben, comment c'est ressenti? Comment c'est ressenti? C'est ressenti, ce qu'on enseigne dans les prépas, comme une discipline non scientifique, une collection de trucs et astuces, et le reste d'un passé en voie de disparition. D'ailleurs, ça ne va pas tarder à disparaître. Hein. Il y a certains chers collègues de maths et de physique qui pensent bien que ça ne va pas tarder à disparaître, ça va dégager des heures qu'on va pouvoir se faire payer en plus. Et ils sont pas contre. Bon. Et puis moi j'étais là-dedans et un jour, je me souviens, alors là c'est une anecdote puisqu'on est aux anecdotes. Je rencontre monsieur Jean Tardiveau, à qui je rends hommage d'ailleurs aujourd'hui. Il est décédé l'année dernière et vraiment ça a été un grand bonhomme qui nous a beaucoup aidé. Je pense que l'UPSTIL lui doit peut-être son existence. Et je rencontre ce monsieur Tardiveau que je connaissais parce que je l'avais connu ici comme directeur de Cachan, de ce qu'on appelait l'ANSET à l'époque. Et je lui dis, mais monsieur l'inspecteur général, je ne comprends pas quelle est l'andouille qui a choisi le sujet des mines, mais vraiment c'est aberrant. Et alors il a eu cette réponse extraordinaire. Il m'a dit, mais si vous aviez été à ma place, vous auriez choisi comme moi, parce que les autres sujets, ils étaient tellement pires. Et alors, ce monsieur Tardiveau, bien sûr, il n'a pas du tout pris ce que je disais pour une insolence contre lui. Il a compris que c'était un souci de faire avancer les choses que je ne supportais pas. Moi, j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 26 ans. Oui, c'est un peu plus. Et il a compris que ce que je voulais, c'était faire avancer le système. Moi, je supportais plus de faire ça. Pendant 1 an, 2 ans, j'avais enseigné ces bêtises-là. Bon, j'en avais marre, je souhaitais qu'on fasse autre chose. Et alors là, il m'a dit, on a longuement échangé, il m'a dit, mais vous savez, ce qu'il faut, c'est créer une association, c'est vous faire connaître, c'est être actif, et puis je vous préviens, et ça, c'était aux alentours de 1980-81. Hein. Je vous préviens, les constantes de temps dans cette maison sont de l'ordre de 10 à 15 ans. Et 15 ans après, c'était la création des psys. Donc il connaissait un petit peu, il savait un petit peu de quoi il parlait. Oui. Et c'est lui qui, à la suite de cet échange mémorable, m'a expliqué comment faire pour sortir de ça. Alors, on a analysé la situation. Pourquoi tous ces problèmes? Il n'y avait pas de corps professoral, il n'y avait pas de programme officiel, et il n'y avait pas de méthode. Pas de corps professoral, c'est-à-dire qu'on avait des collègues qui étaient certains maîtres auxiliaires, enfin j'en ai connu qui sont partis de maîtres auxiliaires, qui ont été promus adjoints d'enseignement sans concours et puis certifiés sans concours. Bref, j'en ai connu qui étaient vacataires, j'en ai connu 2 en particulier qui avaient réussi à être virés de l'industrie dans les années 70.
ce qui est une performance. Bon, et donc avec tous ces gens-là, il fallait faire. Comment s'en sortir? Eh bien, comment s'en sortir? Publier un programme officiel, ça a été le premier objectif. Provoquer une réflexion méthodologique, je vais y revenir. Et employer des agrégés. Alors, B indice K, hein, vous reconnaissez, vous mettez le K que vous voulez, vous mettez votre K, prenez K égale le vôtre. Voilà. Et pour ça, il fallait donc moderniser les contenus, proposer des méthodes et inciter des échanges. Naturellement, au niveau du programme et de la réflexion, on s'est heurté à une certaine mauvaise volonté des chers collègues de maths et de physique. Ça, il faut le dire. Hein, c'est dit. On parle clair. Voilà. Et le premier essai, c'est ça. Le premier essai, c'est un truc qui a été publié au lycée Saint-Louis pour les collègues du lycée Saint-Louis, parce qu'on s'est mis d'accord pour faire quelque chose. Et ouvrage que le proviseur du lycée Saint-Louis, à ce moment-là, a gentiment préfacé. Donc, il fallait qu'un programme fût fixé, etc. C'était les idées du départ. Alors bien sûr, là-dedans, c'était pas du neuf, hein, c'était vraiment une adaptation de l'ancien. Mais enfin, ça, par exemple, les intersections de surface, c'était encore expliqué en détail. Ça, c'est des illustrations qui avaient été faites pour cette chose-là. Et puis, la grande date arrive. Là, on sort des aires géologiques pour entrer dans la préhistoire. 28 janvier 81, création de l'UPSTI. Et avec des objectifs, tout de suite. Hein. Alors ça, vous reconnaissez les sources, les origines de ce que vous venez d'entendre dans l'exposé précédent. Les sources, elles sont les mêmes, les objectifs, ils sont les mêmes. Hein. Viser les étudiants d'une part. Alors peut-être les autres disciplines, on a moins de problèmes aujourd'hui avec les autres disciplines. Mais au départ, c'était très important. Et puis les grandes écoles. Et tout ça au travers de... Alors entre étudiants et grandes écoles, bien sûr, moderniser les épreuves et intervenir dans les jurys. Parce que les jurys, les gens... Nous n'étions pas dans les jurys. Hein, il fallait s'introduire dans les jurys. J'ai bagarré, nous avons bagarré parce que, bon, pas que Norbert Perrault, mais plein de collègues de cette époque ont bagarré pour que, en particulier, même si les coefficients des épreuves étaient basses, pour que les écarts types soient importants, pour que la discipline devienne importante dans les concours d'entrée. Vis-à-vis du ministère de l'Éducation nationale, il fallait bien sûr s'imposer. L'inspection générale, à l'époque, ne s'intéressait pas beaucoup à notre problème, et il a fallu aller la chercher. Mais là, je parle non, d'un très vieux temps, ne disons pas de nom. Pour la conférence des grandes écoles, il a fallu entrer à la conférence des grandes écoles, et là, c'était pas gagné, parce que, pareil, on ne nous connaissait pas. Hein, vous n'avez jamais vu ça, et donc il a fallu un petit peu forcer toutes ces portes des choses. Et le succès, c'est qu'un premier programme a été publié le 18 mai 1984, publié au BO de 28 du 12 juillet 1984. Donc là, enfin, à partir de ce BO du 12 juillet 1984, nous avions un programme. Et bon, pour ce qui est des rapports des classes prépa traditionnelles avec les classes PT, M. Perrault va développer ça plus. Donc je coupe, hein. Je coupe. Voilà. L'idée, c'était de publier des ouvrages pour forcer les gens à avoir des références. Donc les ouvrages, ils ont été publiés successivement, beaucoup de travail. Ici en 82-83, une préface de Jean Tardiveau, toujours, souhaitant que ce travail soit le point de départ pour l'évolution d'un enseignement qui devra dans l'avenir intégrer plus de connaissances technologiques. Vous voyez qu'il poursuivait, c'était visionnaire, mais il poursuivait son truc.
Voilà. Alors là-dedans, dans cet ouvrage-là, voilà, il commence à y avoir des exemples de réalisation technologique. Et puis en 84, nous avons organisé un séminaire sur l'informatique. C'était Henri IV. C'était l'époque du début. Hein, et on a réussi à faire monter. Alors ça ne s'appelait pas les sciences industrielles, ça s'appelait le dessin de construction à l'époque. Hein, nous avons réussi à faire monter le dessin de construction dans le train de la réforme informatique. Et on a obtenu, je me souviens, on avait obtenu aussi d'avoir des tables à digitaliser à l'époque. On avait obtenu de disposer d'un certain nombre d'heures dans l'enseignement informatique. Enfin bref, c'était quand même dur. Hein. C'était un gros progrès parce que c'était pas gagné. En 84-85, on republie un aide-mémoire. Vous voyez que l'équipe des professeurs qui avait rassemblé dans un ouvrage maintenant épuisé le bilan d'une longue réflexion a revu d'une façon importante son travail pour tenir compte des nouvelles propositions d'enseignement, notamment ce qui concerne le moyen informatique. Bon, et puis pour avertir, moi j'avais publié dans Technologie aussi, je publiais des articles, tout ça pour faire savoir, si vous voulez, pour promouvoir le truc et que les gens soient au courant. Hein. Alors, comment est-ce qu'on promouvait l'informatique? C'est-à-dire qu'une pièce, il fallait que ce soit compris comme une arborescence de forme. Maintenant, ça paraît rigolo, hein. Mais je vous assure que c'était pas évident à l'époque. Hein. Et si on a décidé de le faire, c'est parce que c'était vraiment pas évident. En septembre 89, nouvel ouvrage, et vous voyez au passage que nos rapports avec l'inspection générale sont bons. Cette fois-ci, c'est le doyen de Bette qui est aux commandes, et c'est lui qui préface cette chose, hein, être accessible aux étudiants qui abordent des sciences d'ingénieurs et être suffisamment riche en idées générales pour répondre à un cours d'enseignement supérieur. Là, l'inspection générale, avec le doyen de Bette, avait pris conscience du caractère enseignement supérieur de notre mission. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à bien évoluer. Alors, dans celui-là, vous voyez, il y a de la cinématique graphique. Tu reconnais le variateur Gusa? En 1989, là on raccorde avec ce qui était avant. Hein. En 1989, lancement de la réforme. Alors, lancement de la réforme de CFGE. Je dois, là encore, envoyer un coup de chapeau à Jean-Louis Ovart, qui était inspecteur général de maths et qui était chargé de ça. C'était un inspecteur général de maths, mais il n'était pas complètement idiot. Mais il y avait une raison, il était mécanicien. Il était mécanicien théorique. Et donc, il nous a bien accueillis, il nous a bien aidés à travailler dans cette période-là. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai dû pousser un coup de gueule. Alors, je crois que c'est le 7 mai 1990. Tu le dis. Alors, on va vous raconter. Parce que ça allait, quoi. Les gens qui ne voulaient pas nous laisser entrer, ça allait. Bien, après ça... j'ai fait. Alors, moi, j'étais plus président de l'UPSI, donc j'ai pu faire des expérimentations pédagogiques, je dirais extrascolaires. Avec un collègue, on a expérimenté 3 ans de suite un déplacement de classe de 10 jours en Bretagne. Et pendant ces déplacements de classe, visite du lycée Thépaut à Quimper, contact avec les entreprises, manipulation, vous voyez. D'efforts en maths du lycée Saint-Louis au lycée de Quimper,
au lycée Tepo. En 90, des bacheliers C fort en thème qui n'avaient encore jamais vu l'ombre d'un engrenage ni reniflé l'odeur d'huile, alors qu'ils seront tous ingénieurs un jour. Vous voyez ça dénote quand même la mentalité qui existait à l'époque. Hein? Et ouverture sur le monde de l'application. Là j'ai surligné, hein, vous voyez, le lycée Saint-Louis est innovateur dans ce domaine. Il serait souhaitable que les autres classes préparatoires suivent cette voie. Ça, c'était le proviseur de l'époque, bon, qui avait pris conscience. Et d'ailleurs, il faut bien dire que à la création après des PSI, la proviseure du lycée Saint-Louis a été quand même très bien parce que c'est le premier lycée du centre de Paris qui a accueilli une PSI étoile. Les autres, j'en dirais pas de mal, mais les autres, ils nous ont un peu laissé tomber. Voilà. Alors, vous voyez, des contacts avec le monde de l'entreprise, des visites d'entreprise. Mes étudiants à ce moment-là ont visité, ils ont visité le chantier du pont sur les Lornes, ils ont visité le porte-avions Charles de Gaulle qui était en construction. Et puis, ils faisaient de la découverte de mécanismes. Alors ça, c'est l'ancêtre, en gros, des TP. Hein. Ils faisaient c'est l'ancêtre des TP, puisque sur des matériels de récupération, eh bien, ils démontaient, remontaient pour prendre conscience du fonctionnement. Hein. Et c'était très innovant à l'époque, j'insiste. Bien. Réflexion sur la discipline, ça, il a fallu aussi en passer par là. Hein. Réflexion sur la discipline, c'est une chose qui nous a guidés pendant toutes ces années. Alors, je vais prendre un exemple sur le modèle, si vous voulez. Hein. Vraiment, mettre en place le rapport entre le réel, les concepts, les symboles, vérifier la cohérence, préciser le point de vue, voir si c'est adéquat. Tout ça, c'est des choses qui sont sorties à ce moment-là. Alors on n'est pas sorti de ça. Hein. Je retrouve encore aujourd'hui des restes de choses qui vont pas. Bon, je pense à des problèmes sur les torseurs. Qu'est-ce que vous voulez, les torseurs, ça peine à se mettre en place, quoi. Il y a des quand le sage montre la lune, il y a des imbéciles qui regardent le doigt. Hein. Puis il n'y a pas que les torseurs, il y a la transformée de la place qui pose problème, il y a les opérateurs linéaires, les gens ils jurent que par les matrices, ils n'ont pas compris, c'est les opérateurs linéaires, ils n'ont pas vu, mais ils jurent que par des matrices. C'est un petit peu confondre la chose et l'image de la chose. Donc, c'est pas fini, Monsieur le Président actuel, il va falloir poursuivre. Voilà, ça se concrétise par modélisation et schématisation de mécanismes en 93. Voyez, est-il possible d'écrire plus clairement ce que doit être l'enseignement de la modélisation et de la schématisation? Et puis, il convient de féliciter les auteurs d'avoir bien voulu mettre, avec désintéressement, leurs compétences et leur temps au service de l'amélioration de l'enseignement. Ça, c'est encore de Bête qui avait préfacé, c'est encore un ouvrage qui a été publié. Alors, tous ces ouvrages étaient publiés, mais les sous, ils revenaient à l'UPSTI. Hein, c'est ce qui a financé le départ de l'UPSTI, parce que c'était pour financer d'ailleurs. Alors vous voyez, ça a changé, il y avait ce genre de truc. Ça, les nostalgiques de Centrale vont reconnaître là une pompe doseuse, avec une méthode de schématisation cette fois. Et puis, je vais finir en vous montrant des exemples de sujets posés en 94. Un tracteur à chaîne. Voilà, ça c'est le sujet. Donc ça avait été dessiné à l'ordinateur. Le dessin doit être de Monsieur Lajoie d'ailleurs. Le dessin a été fait à l'ordinateur, des trains épicycleux, etc. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande de la cinématique, des transmissions, de la cotation fonctionnelle, de la technologie, et puis un tout petit peu de dessin. Vous voyez que le dessin a été pratiquement évacué. En 96, exemple de sujet posé en 96, cette fois-ci, c'est pareil, hein, vous voyez, il n'y a pratiquement plus de dessin.
Il n'y a pratiquement plus de dessin. Tout est du calcul, des torseurs, une épure de cinématique graphique, un schéma. Bref, ça avait quand même bien évolué. Et on arrive à la fin de ce que j'ai à vous dire. Premier concours MP PSIPT en 97. Hein. Et puis, c'est... Oui. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, on fait OK, hein? On fait OK. Voilà. Voilà. Et ça, ce sont 3D. Ce sont 3D. Où il est l'autre? Il est parti. Je suis désolé. Ça, ce sont 3 des anciens présidents qui sont venus un jour au lycée Saint-Louis pour informer l'inspection générale marocaine, si je me souviens bien, du fonctionnement des TP. Évidemment, on a reçu tout le monde avec plaisir. C'était au lycée Saint-Louis. Vous êtes venus montrer les matos. Et il y avait des élèves, tout ça, hein, ça tournait. Voilà, bon, et ben, ça vous donne une idée de ce qui est arrivé.